Et bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. J'espère que vous allez bien, que tu vas bien, voilà. Alors c'est peut-être une récurrence, je vais peut-être en créer une habitude. Je vais faire cet épisode filmé sur YouTube, donc tu peux me retrouver sur YouTube. Ma petite installation, derrière je pense qu'il y a le feu de bois qui est en train de chauffer, bah oui parce que j'enregistre, il est dimanche après-midi, avant ma sortie longue, si j'arrive à y aller avant la pluie, ce qui n'est pas, à mon avis, ce sera pas possible. Voilà, j'ai décidé de filmer cet épisode pour voilà, le rendre un petit peu plus attractif ou interactif, je ne sais pas. Toujours est-il que le sujet de ce podcast, est un peu le prolongement de celui de lundi sur l'ultra. Et je suis super content et j'étais impatient d'ailleurs de faire cet épisode pour te proposer la suite aussi de ce que je t'ai dit tout simplement lundi sur l'ultra trail, les dangers, pas les dangers, les spécificités de l'ultra trail entre un trail et donc une course de 30, 40, 50, 60 km et les ultras qui sont de 80, 100 et plus surtout en fait. Surtout plus là où tu commences à dormir, à passer une nuit dehors. C'est là où ça devient encore une aventure, vraiment l'inconnu, que tu peux pas maîtriser au début. Est-ce que tu le maîtrises au bout de plusieurs années? Disons que tu as des habitudes qui se créent, donc forcément, tu commences à avoir des petites certitudes. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'avoir un coup de mou ou de ne pas savoir faire face à une situation qu'on n'a jamais connue. Donc, voilà, j'ai créé une petite newsletter dont je suis très fier, que je te mettrai en description de l'épisode, évidemment podcast et en ressources de YouTube aussi, qui va te parler voilà, de 2-3 tips pour notamment combattre le doute. Voilà, j'en ai déjà parlé un petit peu avant, avec un ancrage dans le présent, avec la fatigue, comment gérer la fatigue qu'on aura au bout de X heures ou X kilomètres, ou plutôt en heures. Hein. Voilà, des tips sur notamment la solitude. Euh, on on n'a pas cette notion forcément de solitude quand on court un 40, 50 ou 60 km, voire peut-être même plus, 80. C'est vrai que plus on passe du temps sur nos courses, plus on se retrouve seul en fait, face à soi-même, face à la nature, face au silence. Voilà, peut-être à 2, 3 heures du matin, tu es tout seul, ça va pas et il faut apprendre à passer ce cap du silence. Maintenant, il y a aussi évidemment la douleur qu'il faudra apprivoiser. Donc je donnerai 2, 3 stratégies avec le kit antidouleur que je vais te donner à la fin. Et évidemment, comme je te l'ai dit en préambule, la nuit c'est quelque chose qui... Il faut passer par la nuit pour, je trouve, dire ok, j'ai fait mon premier ultra de 160 km, ça reste une pierre, vraiment. Quand déjà tu as le chiffre 100 sur ta montre qui s'affiche, tu dis waouh. Et quand tu as ce chiffre-là, globalement, c'est que tu cours la nuit. C'est que t'es pas. Voilà, mon premier 100 km, oui, je suis arrivé à 1h30 du matin. Donc on peut dire que ouais, je suis parti à 6 heures, je suis arrivé à 1h30 du matin, donc j'ai pas passé une nuit complète dehors, mais n'empêche, on a quand même touché du doigt la fatigue de la nuit. Et surtout courir la nuit, c'est encore autre chose. Donc voilà, je vais te parler de ça, alors je scroll, hop, ma newsletter. On va commencer directement par écoute, je l'ai déjà dit, ça va être une petite redite de lundi. Cet épisode sera un petit peu plus long, mais il me tient à cœur parce que l'ultra trail pour moi c'est vraiment, en fait c'est plus qu'une épreuve sportive et je pense que la majorité qui veulent faire des courses d'ultra, alors des courses d'ultra, je spécifie encore plus, des courses qui durent au moins 24 heures. Donc pour passer une nuit dehors. Voilà, je dis pas qu'une course de 80 km c'est pas un ultra. Je veux juste mettre l'accent sur des courses où on passe une nuit dehors. Donc pour moi, à mon sens, c'est plus qu'une épreuve sportive. Hein, c'est vraiment une immersion où finalement chaque heure passée est presque une victoire, mais on ne sait pas l'heure qui va suivre, comment elle va se passer. On s'imagine que ça va aller, mais parfois on s'imagine que ça va pas aller
parfois on est dans le dur assez vite et on se dit waouh, qu'est-ce que ça va être? J'ai encore 100 bornes à faire ou plus même, je ne sais pas comment je vais les courir. Et là, j'ai envie de te dire, c'est là où la magie de l'ultra trail opère, c'est que on, on devine pas, mais on se laisse parfois surprendre par nos émotions, par la capacité qu'a notre corps de ressortir. Et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas sur des courses un petit peu plus courtes. On a des hauts, des bas, mais on a rarement des bas très très bas, aussi bas qu'à l'ultra en fait. C'est vrai qu'il y a des bas qui sont vraiment très très bas quand tu es à 80 bornes, que tu as les jambes cramées, tu étais épuisé. Moi, j'ai rarement été dans ce cas de figure sur des courses plus courtes. Donc c'est vrai que finalement, quand on se retrouve dans ces situations, on se dit bon, ça va être, je sais pas, est-ce qu'il faut que j'abandonne parce que là, j'arrive pas, il me reste 50 bornes ou 80 bornes ou 100 peut-être, ça va être horrible quoi. Et en fait, non, faut se laisser le temps de trouver des solutions et de repartir. Et ça, c'est vraiment une spécificité, je trouve, de l'ultra trail, c'est se laisser le temps. C'est à ça où ça devient une aventure vraiment humaine, personnelle, où faut pas forcément lâcher trop vite. Ça va, c'est pas qu'il faut pas forcément lâcher trop vite, c'est qu'il faut pas lâcher trop vite. Même sur un 40 km, faut pas lâcher trop vite. Il faut pas abandonner. Si t'es pas blessé, tu continues. Donc c'est vraiment une école de vie qui qui te transforme, hein, tu verras ton premier ultra trail, tu vas apprendre des choses sur toi, voilà. Je dis pas que ce sera facile, loin de là, parce que si c'est facile, c'est que tu aurais pu courir plus vite, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que sur ce genre de sortie, ouais, de sortie longue, de course, hein, forcément, tu vas avoir affaire au doute. Et sur ma newsletter, j'ai marqué le doute, l'art du rebond mental. Parce que le doute, finalement, sur ta course, ça va être une certitude. Et je l'ai dit, mais euh, imagine-toi aux 80 km sur un ultra de 160 par exemple, bah, je peux t'assurer qu'aux 80 km, tu n'auras pas des jambes, surtout dans les premiers ultras que tu n'auras pas que tu vas, que tu vas expérimenter, hein, c'est normal, hein, tu n'auras pas les jambes hyper quali, tu n'auras pas, voilà, t'auras pas le renforcement forcément musculaire qui va être optimum, donc tu vas découvrir, donc c'est sûr qu'au bout de 80 km, tu vas être un petit peu entamé quand même. Donc le doute va commencer à s'installer. Et c'est là où il faut pas se laisser manger par le doute. Le doute, il arrive par la fatigue généralement, parce que même quand tu ne cours plus, tu as mal aux jambes. Et c'est là où tu dis, waouh, même en marchant, même en arrêtant de courir, j'ai mal aux jambes. Comment je vais faire pour continuer? Et c'est là où le doute, c'est pas ton ami. C'est pas ton ami, c'est inévitable qu'il soit là. Mais il faut pas se laisser submerger par le doute. Euh, Parce que si tu écoutes vraiment trop ce doute-là à ressasser, il y a un moment où bah, ça va devenir trop fort, où tu vas vouloir revenir dans une zone de confort, et la zone de confort, c'est forcément l'abandon, qui est tellement facile en ultra. Donc, excuse-moi, je renifle. C'est vrai que tu l'entends peut-être pas dans ma voix, mais j'ai eu la grippe, j'ai encore les bronches de prise et les sinus envahis. Donc, bon, ça peut être compliqué à m'écouter. Du moins à respirer pour moi aussi. Mais je vais quand même te donner, écoute, trois astuces sur le doute. J'en ai parlé lundi, je vais les rappeler rapidement là maintenant. L'astuce de respiration. J'ai vu faire sur la course, hein, et j'ai trouvé ça pas mal. Je l'ai expérimenté aussi et moi ça m'a apporté voilà, de l'apaisement finalement. De prendre un temps voilà, de respirer profondément. Tu inspires par exemple jusqu'à 4. Tu aspires jusqu'à profondément en comptant jusqu'à 4. Donc c'est vraiment une inspiration sur 4 secondes, on va dire. Tu bloques pendant le même temps, 4 secondes, et tu expires un tout petit peu plus longtemps, sur 6 secondes à peu près. Et tu fais cet exercice de respiration 3, 4 fois, en te posant, hein, tu es assis tranquille. Et sincèrement, moi, ça m'a permis d'apaiser toutes mes pensées, de me poser. J'ai eu l'impression de me calmer nerveusement.
Et quand j'ai vu faire ça la première fois, le trailer, il s'est posé en haut d'un col. Hop, il s'est allongé quasiment, il a fermé les yeux, et je dis, oh, mais ça c'est cool. Et là, je me suis dit, tiens, c'est une technique, effectivement, la respiration est sous-cotée, surtout pendant la course, tu vois. On te dit de, chez toi, tranquille, faire des exercices de respiration, mais t'es tranquille chez toi, mais sur la course, c'est encore autre chose. Et en ultra, t'as le temps de faire ça. Et c'est même hyper bénéfique de faire ça parce que il vaut mieux prendre, tu sais, ça me fait penser un petit peu au caillou dans ta chaussure. Quand tu sens un petit caillou, tu dis ouais non c'est bon, ça va le faire, ça va le faire. Alors en ultra, si tu sens une petite gêne, ça va pas le faire. Au fur et à mesure, ça va pas le faire, ça va se transformer en ampoule. Donc ces petites gênes, chut, hop, faut les éliminer. Vaut mieux prendre du temps pour enlever le petit caillou que le laisser et puis finalement te retrouver avec une ampoule forcément au bout de 2 heures, 3 heures, et ton ampoule, ça va te gâcher un petit peu la vie. Donc là, prends le temps, peut-être pour une respiration comme ça, un exercice comme ça, pendant un moment difficile, de te poser, et ça va peut-être te rebooster. Maintenant, tu as aussi l'astuce de la visualisation. Je vais y arriver, la visualisation. Imagine, et j'ai une de mes coachées, un Cyrielle, qui m'a dit que voilà, elle avait trouvé ça amusant. Imagine le doute comme un nuage. Tu vois, un nuage. Un nuage qui passe, évidemment. Ah, pas un orage, pas un plafond bas, nuageux, qui part pas, tu vois. Non, non, juste un nuage qui passe. Ok, il passe, il obscurcit le soleil, il fait pas beau, hop. Mais il passe, ce nuage. Eh ben, tu vois le doute. Moi, je t'encourage à imaginer, à visualiser le doute comme un nuage passager qui va être là, ok, mais qui va pas rester et qui va passer. Donc le doute est temporaire. Dis-toi que le doute est temporaire. Si tu te laisses suffisamment le temps de rebondir, de trouver des solutions, de te raisonner, c'est facile à dire ça quand on est lucide. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on manque de lucidité due à la fatigue généralement. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir à tous ces tips avant d'être bim dans le mur. Parce que quand on est dans le mur, on pense plus à se poser et puis à se dire bon, est-ce que je continue ou pas, qu'à continuer. Donc imagine le doute comme un nuage passager. Ça marche assez bien. Ce qui marche aussi très bien, c'est de segmenter ta course. Segmenter ta course, moi quand je pars sur un 160, quand je pars sur un 220 ou même la Swiss Peak 380 km, tu penses que en partant le dimanche à 10h du matin, j'imagine en me disant ok allez plus que 5 jours. J'arrive dans 5 jours. T'imagines la montagne, 5 jours et 25 000 mètres de dénivelé. T'es là, tu vois, moi, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, moi, je fractionne par ravito. Voilà, par ravito, par base vie. Il faut trouver des tips comme ça pour euh, diviser la difficulté. Parce que dans notre esprit, si je devais imaginer 25 000 mètres à l'heure actuelle, 25 km de dénivelé positif, waouh, je me dirais là tout de suite, j'ai aucune chance en fait. Je vais exploser, je vais avoir les cuisses complètement atomisées. Et non, 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 non. L'année dernière, la Suspic, je l'ai coupée comme ça, en ravito, en basse vie, tous les 50 km. Et donc du coup, je me disais, ok, 50 km, il y a 6000 mètres de dénivelé, ok, j'arrive, ou 4000, je sais plus, plus proche de 4000, j'arriverai, allez, dans 12 heures. Et je me suis fixé ça comme ça. Et finalement, ça l'a très bien fait comme ça. Et jamais je me suis dit, vas-y, j'arrive dans 4 jours. Si, je voyais que j'étais sur ma ligne de conduite, mais au jour le jour, je te promets que c'était pas ça qui me motivait. C'était le ravito suivant. Pas peut-être les petits ravitaux, mais vraiment les bases vie suivantes. Et moi, je t'encourage sur tes prochains ultras, peut-être un 100 km ou un 160, de faire ça comme ça. Même sur les courses les plus petites, en fait, hein, tu peux très bien, ok, ravito dans 10 bornes. Alors, il y a 10 bornes, ça va vite, mais si tu as une montée de 800 mètres entre, ça va aller un petit peu moins vite. Donc, ça peut être un challenge, ça peut être challengeant, en fait, de se compartimenter comme ça la course. Et c'est conseillé de couper sa course. N'envisage pas ta course en disant il me reste encore 100 bornes, je suis cramé. Non, il te reste 10 km ou 2 heures pour rejoindre le prochain ravito. Et le prochain ravito, tu fais le point, tu vois où t'en es. Ce sera une nouvelle aventure.
Donc voilà, le doute, l'art du rebond mental. Il faut pas que tu prennes ces doutes comme des ennemis, mais plutôt comme des compagnons de route. J'allais dire tout simplement. Mais parce que tu seras confronté à ces doutes-là, dû à la fatigue, dû par ton inexpérience, par tout plein d'éléments qui font que oui, tu vas être sujet au doute, mais c'est normal et il faut réagir par rapport à ça et pas se laisser submerger. Maintenant, l'ancrage dans le présent, c'est le deuxième titre juste après le doute dans la newsletter. Écoute, le doute, et là je rebondis un petit peu, hein, je rebondis sur les pensées négatives. Pensées négatives qui sont assujetties forcément au doute, hein. Dès qu'on a des doutes, bah, c'est pas positif, hein. On a souvent des mauvaises idées. Tu vois. On est un petit peu comme l'ange et le démon. Tu sais, l'ange qui dit vas-y, continue, tu t'es entraîné, c'est bien, continue, c'est normal que tu sois fatigué, mais vas-y, lâche pas. Et puis tu as le démon qui te dit en même temps ouais, mais bon là, t'as déjà bien donné, en fait, t'es cramé. Allez, vas-y, va jusque-là et puis après, repose-toi, c'est bon, rentre à la maison, libère-toi, t'as trop mal, t'as déjà super bien couru, tu feras mieux la prochaine fois, t'inquiète pas, personne va t'en vouloir. Et tu vois, ce doute-là, c'est énorme à gérer. Et si tu laisses ces pensées-là prendre le dessus, tu vas abandonner. Il y a un moment où, avec la douleur, le manque de lucidité, si tu es mal entouré, bah, tu vas arrêter alors que t'es pas blessé. Et c'est là où bah, tu vas arrêter sans avoir laissé suffisamment de temps à ton corps de trouver des solutions. Toi-même, de trouver des solutions pour ton corps. Donc c'est vrai que toutes ces pensées négatives, ben, c'est ça qui fait que il y a un moment où, ting, euh, bah, tu abandonnes, tout simplement. Donc, quand les pensées, alors je suis en train de lire en même temps, hein, tu sais, quand les pensées négatives prennent le dessus, ramène-toi à l'instant présent. Effectivement, à l'instant présent. Alors, même si il n'est pas forcément génial, il y a quand même des choses à se raccrocher, c'est-à-dire euh, ta respiration. Tu peux te concentrer sur toi-même, te focuser sur toi-même, et pas sur ta douleur, sur toi, sur ta respiration, tu vois, sur tes pieds, le rythme de tes pieds, de te mettre dans une forme de, pas d'hypnose, mais ok, tu baisses la tête et tu avances et tu laisses le temps à ton corps de trouver des solutions. Tu te mets dans ta bulle et tu éloignes tout ça, le doute. Et tu vas voir que petit à petit, bah, ouais, tu vas prendre conscience et tu vas peut-être à un moment te dire ah, mais j'ai plus mal là. Ah, tiens, je suis en train d'avancer. Ah, tiens, j'arrive au ravito. Tu vas te concentrer sur ta respiration. Peut-être même te dire ok, euh, force-toi à respirer comme ça. Force-toi à poser le pied comme ça. Et tu vas voir que petit à petit, tu vas peut-être trouver des solutions. Et pas se focaliser sur ta douleur, sur tes doutes, mais voilà, te focaliser un petit peu sur tes sensations, euh, tes bras, tes pieds, ce genre de choses. Peut-être même les sensations extérieures, le vent, la pluie, euh, ça peut être aussi une solution. Donc l'ancrage dans le présent, c'est quelque chose qui peut t'éviter d'être en fait submergé par cette conversation entre le mauvais, le démon et l'ange, hein, ces conversations qu'on a tous, il y a un moment ou un autre, quand on commence à douter de trop, et c'est compliqué de ne pas abandonner, même si l'abandon fait partie hein, de la course à pied, évidemment. N'empêche, c'est pas agréable. Hein, c'est pas agréable. Bon, voilà pour le point dans l'ancrage dans le présent. Alors, je fais naviguer, celle-là je l'aime bien, naviguer dans les eaux profondes de la fatigue. L'art du fractionnement mental. Et oui, parce que affronter des distances impressionnantes, c'est-à-dire, alors chacun met la barre où il veut hein, dans les choses impressionnantes. C'est vrai que moi, 40 km à l'époque, 40 km trail, c'était, waouh, je dis, waouh, comment ils font les gars? Bon là, on passe dans le step au-dessus, dans l'ultra trail, ok, les courses de 80, 100, 160 et plus. Forcément, ça devient des distances quand même impressionnantes, voire tu te dis, waouh, comment j'ai couru 300 km il y a 6 mois.
Effectivement, on se pose la question. Et c'est là où faut réussir quand on est sur ces courses-là à avoir une stratégie de fractionnement mental pour rendre, en fait, et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, pour rendre accessible chaque étape. Ne pas, ne pas voir la totalité d'un coup. Tu la vois chez toi tranquillement en disant ouais, ok, la course elle fait tant de temps, je vais mettre tant de temps, je fais ça. Mais une fois que tu es sur ta course, il faut absolument que tu, euh, tu te fasses des petites victoires. Et pour faire des petites victoires sur ce genre de course, sur des courses comme ça qui durent 20, 30, 40, 50 et plus, et plus, voilà, bah, tu es obligé d'avoir ces petites victoires pour avancer et pas voir la grosse montagne entière. Donc tu es obligé de fractionner ta course, pour fractionner aussi mentalement les périodes où tu te mets dedans et les périodes où, ok, tu es content de toi. C'est obligé. Si tu es toujours focus sur un gros objectif et que cet objectif il met du temps parce qu'il est colossal, t'es pas à l'abri d'avoir un coup de pompe qui va durer, durer, durer. Et si tu te fixes pas une petite victoire du style j'atteins le prochain ravito ou la base vie, que au moment où tu atteins pardon, ce prochain ravitaillement, finalement tu vois pas ça comme une victoire et que tu continues, toi tu auras certainement une lassitude et il y a un moment où ça peut devenir vraiment négatif si ça dure trop longtemps. Donc moi je te conseille comme ça de fractionner mentalement, mais fractionner ta course, voilà, par étape tout simplement, jusqu'au prochain ravitaillement, jusqu'à X kilomètres. Voilà, c'est peut-être même jusqu'à la prochaine montée, jusqu'au sommet. Bref, te fixer comme ça des points. Alors ça, tu vois, c'est des stratégies qu'on pense au début, mais quand on est dans la course, ça tient pas longtemps. Ça vole en éclats, voilà. Mais n'empêche, tu peux très bien te fixer en cours, hein, même si ça change, c'est pas grave, ça respecte pas ce que tu avais prévu initialement. Eh ben, il faut se reconfigurer et de se dire, ok, là finalement, le prochain ravito, ouais, je l'attends avec impatience, je vais me poser, je vais me faire du bien. Tu visualises la soupe, tu visualises l'arrivée avec les bénévoles, c'est quand même cool, c'est réconfortant et ça te permet de couper et après, hop, de repartir. Donc, c'est ultra efficace parce que on parle de ça, mais il faut bien s'imaginer que on est fatigué sur les courses. C'est pas juste du kiff, tu vois. C'est pas juste on court, ouh, tout va bien, machin. Oui, même quand il fait beau, on est crevé, on a mal aux jambes, on est fatigué, tout simplement musculairement, mentalement, nerveusement. On est un petit peu à fleur de peau. Euh, et oui, la fatigue, elle est là. Et c'est ça qui rend les courses si difficiles que ça, c'est qu'il y a une gestion de la fatigue, une gestion de l'effort, une gestion de l'alimentation, du sommeil qui rentre en compte sur toutes ces courses-là. Donc, il faut apprendre comme ça à gérer et, euh, et ça me fait penser, je pensais parce que je le lisais en même temps, mais il y a par exemple Olivier hein, qui a fini sa dernière Western States aux États-Unis. Et il a dit: Je ne cours jamais 100 miles, je cours 100 fois un mile. Donc effectivement, tu cours jamais 160 km, tu cours 160 fois 1 km. Et dit comme ça, ça passe peut-être mieux. Ça passe peut-être mieux, tu vois. Mais voilà, c'est des solutions comme ça de fractionnement qui peuvent. Mais moi, je t'encourage vraiment à couper, à découper tes courses en segments. De ce que tu veux, hein, de ravito, de point base. Voilà, il faut permettre à notre cerveau de traiter des informations euh, qui passent au moment où on en a besoin. Voilà, tout simplement. Parce que le cerveau aussi, il y a un moment où il faut l'aider. Le corps, le cerveau, enfin tout. Hein. C'est vraiment un tout, réussir en ultra trail. Si tu commences à ne pas gérer ton sommeil, à ne pas gérer ton alimentation, tu vas droit dans le mur. Mais ça s'appelle l'expérience et après tout, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, il n'y a pas de critique. C'est juste, voilà, s'il y a moyen que tu évites des erreurs, eh ben écoute, ce sera avec plaisir de t'aider à les éviter. Alors, c'est pas une erreur que je vais te citer là, c'est plutôt un fait. C'est que quand on court longtemps, on est parfois, souvent, quelquefois, seul à courir. On se retrouve vraiment isolé
Alors moi, j'aime bien, j'aime beaucoup en fait, me retrouver isolé. Parfois, je me fais pas peur, mais parfois je me demande si je suis vraiment encore sur la bonne piste. Ça m'est arrivé. Mais oui, quand on court comme ça, longtemps, on se retrouve isolé. Et la solitude, faut apprendre à la gérer. Est-ce que tu sais comment tu vas gérer la solitude? Je ne sais pas. Mais les ultra-trails sont souvent des épreuves euh, finalement solitaires. Alors oui, parfois on court souvent à deux ou à trois, mais de temps en temps on se retrouve tout seul. Et suivant le format des courses, je peux t'assurer que moi, mon 300 km que j'ai fait, oui, j'étais souvent seul. Alors moi j'aime beaucoup, mais il faut pouvoir se retrouver face à soi-même sur ces courses-là. Comment tu gères cette solitude? Est-ce que tu aimes courir à 4 heures du matin tout seul, un petit peu isolé en montagne, à 2500 mètres, avec du vent, de la pluie? Pas forcément, tu vois. Et puis c'est pas sécure déjà, hein, parce qu'il y a aussi la sécurité. Le fait d'être seul, bah, ça remet un petit peu en jeu notre propre sécurité dans le noir. Je pense que inconsciemment, instinctivement, on n'est pas forcément très serein. Même si moi j'aime beaucoup ça, bon, si j'ai le choix parfois, bah, j'aimerais mieux y voir, être en plein jour, voilà. Mais il faut apprendre en fait à l'apprivoiser. Parce que t'as pas le choix. Il y a un moment où si tu te retrouves tout seul, bon bah tu vas pas pleurer, tu vas pas te poser sur un caillou en attendant que quelqu'un vienne, tu vois. Non, tu vas avancer. Et sincèrement, c'est dans ces moments-là que tu vas apprendre à te connaître. Et si j'étais vraiment, enfin, comme je suis quelqu'un d'honnête, quand on s'inscrit comme ça sur ce genre de course, je pense que c'est pour rechercher ce type de moment. On sait qu'on va être confronté à ces moments de solitude face à nous-mêmes. On, on le sait parce que normalement, avant de se lancer sur un 160 km, tu t'es lancé sur un 60, un 80, un 100, et que tu as déjà eu affaire à ces moments de solitude. Mais pas forcément dans un tel état de fatigue. Parce que quand on dit, ok, la solitude, c'est une chose, mais c'est surtout, t'es seul, mais t'es surtout fatigué. Et quand on est fatigué tout seul, oui, oui, c'est là où on commence à peut-être avoir des mauvaises idées, avoir des pensées négatives, il faut apprendre à combattre ça. Donc parfois, on est à deux et c'est cool, vraiment, voilà. Mais souvent, on se retrouve tout seul et il faut réussir à se mettre dans sa bulle, tu vois, et pas et pas se laisser submerger par ce qui m'arrive. Tu vois, petit Calimero, parce qu'on est vite, on prend vite hein, parfois ce rôle-là de Calimero et toute la misère sur notre dos, sur nos épaules, sur notre genou, et on comprend pas, et on pèse sur nous-mêmes, et ça va pas, et blablabla. Si ça dure trop longtemps, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Après, il faut faire au mieux. C'est pour ça que, par exemple, arriver sur un ravito, ça peut te sauver la vie. Croiser quelqu'un, ça peut te sauver la vie. Et si tu croises quelqu'un, si tu sens que tu vas pas bien, demande-lui de rester ensemble. Essaye voilà, de pas t'isoler quand tu as besoin de soutien. Mais parfois, effectivement, la solitude, généralement, on la supporte bien quand même, même si chacun est différent. Moi, j'aime bien la solitude parce que, sincèrement, ça me laisse du temps. J'adore le silence aussi. Tu vois, le silence, on est toujours entouré par du bruit. Et c'est vrai que courir, il y a un moment où j'aime bien, tu vois, j'aime bien me poser et observer. Tu vois, pas de bruit. Tu sors ton téléphone, tu fais des photos, tu écoutes les animaux, le vent dans les oreilles, tu vois, t'es là, et là tu dis, Ouah, voilà pourquoi je fais ce genre de course. Pour me retrouver là, maintenant, à la place d'être chez moi, entouré par le bruit, je sais pas, n'importe quoi, mais on n'est pas si souvent finalement sur des endroits qu'on kiffe comme ça. Et il faut en profiter parce que on s'entraîne quand même tous les jours pour s'inscrire, pour réussir ces courses-là. Donc il faut, il y a un moment, mettre sur pause. Et puis si toi, ton truc comme moi, c'est un moment faire sur pause et de se poser, de profiter et d'emmagasiner un maximum de souvenirs, d'émotions, de sensations, bah fais-le quoi. Ne trace pas ta route comme un con là, sauf si tu veux, hein. Mais ne regrette pas à la fin de ta course en disant j'aurais dû prendre ce moment-là pour prendre une photo, juste une photo ou une vidéo pour après te reprojeter à ce moment-là. Prends le temps de profiter du silence aussi. Donc, tu vois que la solitude, c'est pas forcément négatif, ça peut être une force.
hein, ce que je marque, hein, dans la newsletter. Notamment, alors Sarah, qui était une vétérane de l'UTMB, hein, qui a dit au début, elle avait peur de ces longues heures seule, hein, mais maintenant, elle les attend en fait avec impatience. C'est là que je prends mes meilleures décisions de course. C'est ce qu'elle dit, et je trouve ça effectivement pas logique, mais oui, on peut se servir de ces moments-là pour réfléchir et de se poser, surtout quand tu te sens pas matraqué par la fatigue, en fait. Parce que la fatigue, due à une douleur ou juste l'accumulation des kilomètres, ça te rend moins lucide. Et il faut profiter de nos moments comme ça de lucidité pour se dire, ok, là, faut que je mange, faut que je boive, faut que je cours comme ça, faut que je profite parce que je suis un petit peu proche de la barrière horaire. Donc là, il faut que je cours. Voilà, tout ça, bah, il faut profiter de chaque moment un petit peu de lucidité pour mettre en place des choses. Voilà. Et plus tu vas réussir à anticiper ce genre de choses, plus ta course va mieux se passer. Donc moi, c'est comme ça que je gère mes courses. Voilà. Après, toutes les courses sont différentes, hein. Déjà, juste mes courses à moi sont différentes d'une course sur l'autre, mais alors d'un sportif à un autre, bah oui, les sensations sont différentes et la gestion de course est différente. Et en parlant de gestion de course, il faut, et là c'est le prochain de ma newsletter, je vais parler de la douleur. La douleur, deux points, une compagne de route à apprivoiser parce que oui, tu vas pas réussir à courir ton ultra sans avoir mal. Même si t'es pas blessé, même si t'as pas un problème, pas de blessure, mais si t'as pas un problème au genou ou ailleurs, bah, tu seras fatigué, tu auras mal aux jambes. Juste le fait de trottiner, aller à 5 km/h, tu seras au bout de ta vie peut-être, parce que tu auras les jambes qui vont avoir mal. Et c'est pas parce que tu as mal un moment en marchant que tu auras mal tout le long ou en courant. C'est ça qu'il faut réussir aussi à se dire, c'est que c'est comme dans les entraînements, un coup on va bien, un coup on va pas bien, et ben en fait ta course c'est tes 5 mois de préparation condensés sur ta course. Un coup tu vas être bien, un coup tu vas être pas bien, un coup tu vas être bien, un coup tu vas être pas bien, tu vois. Et c'est là où quand tu seras au fond du trou, eh ben il faut peut-être, hein, il faut te laisser le temps, te dire, laisser cette petite porte de sortie en disant ok, c'est normal, j'avais prévu qu'il y a un moment ça aille pas. Je me laisse du temps. Ok, je me laisse du temps. Là, je mange. Là, je me pose. Je vois un petit peu comment je réagis. Et je continue. Voilà, se laisser le temps. Ne pas abandonner trop vite, les amis. Il y en a beaucoup qui abandonnent trop vite et qui regrettent le lendemain en se disant ah merde, j'aurais pu. Je t'ai pas blessé, j'aurais pu continuer. Et ça vient avec l'expérience. Ça t'arrive une fois, normalement, ça t'arrive pas deux fois. Donc, il faut mettre en place des petits stratagèmes comme ça pour apprivoiser les douleurs, parce que tu as des douleurs musculaires, articulaires, tu as peut-être des douleurs un petit peu plus, tu vois, des petites douleurs aiguës là, comme ça, à la hanche ou au genou. Tu as des douleurs dues aussi aux ampoules. Voilà, alors les ampoules, à moins que tu sois rempli d'ampoules, que tu aies fait une grosse connerie, de pas te couper, de pas te tanner les pieds, de pas d'avoir mis des chaussettes neuves en partant, mon Dieu, bah oui, là, tu auras les pieds défoncés, ça risque d'être très compliqué de terminer ta course. Tu peux la terminer, mais tu vas pas prendre de plaisir sur ta course. Et bon, après, ça, c'est les objectifs. Je dis pas qu'il faut abandonner dès qu'on a une ampoule, hein. Voilà. Mais c'est vrai que les ampoules, quand ça t'en est farci, ça devient horrible. T'as aussi les crampes et les contractures. Mais si tu crampes sur ta course, tu vas peut-être pas cramper pendant toute ta course. Ça aussi, tu manges, tu machin, et puis la crampe, elle va passer, mais ça fait aussi partie des douleurs qui t'arrivent et que si t'es pas prêt à avoir en gestion cette douleur, à anticiper, à savoir un petit peu comment réagir, bah, c'est avec la fatigue, avec le temps de course, tu vas peut-être, et le doute qui va commencer à s'installer, tu vas peut-être te dire, bon, ben, c'est bon, j'ai fait mon maximum. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Faut se laisser le temps, hein. Et si t'es pas blessé, tu continues.
parce que des crampes, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Mais on trouve des solutions dans l'alimentation, généralement dans le repos, dans le massage. On n'est pas tout seul sur les courses. Voilà, faut les bâtons, ça sert aussi à ça, à nous aider. Donc il faut trouver des stratégies comme ça de gestion. La respiration peut faire aussi office de ça, même si c'est compliqué de mettre des exercices de respiration quand on est mal comme ça. Euh, il y a aussi fragmenter les efforts. Dès que ça va pas, il faut couper en fait. Pour éviter de voir l'ensemble, l'entièreté de la distance, il faut couper, se laisser des petites victoires sur la route pour ne pas abandonner, pour voir qu'on avance tout simplement sur notre route. Alors on avance plus ou moins vite, d'accord, mais on avance quand même. Tu vois, chaque foulée compte, que ce soit en entraînement, quand on n'a pas envie de sortir, mais qu'on est quand même sorti, et puis sur une course, chaque foulée compte. C'est une vérité. Donc, je vais te parler de mon kit anti-douleur. Écoute, c'est pas compliqué. Kit anti-douleur, c'est plutôt une prévention, hein, une prévention à avoir, notamment au niveau de ton matériel. Matériel, chaussures, adaptées, bien rodées. Tu ne pars pas avec des chaussures neuves. Et si tu t'achètes une paire de chaussures 2 semaines avant, mets-les aux pieds tous les jours. Vraiment, mets-les aux pieds tous les jours pour faire un maximum tes pieds. Tu vas pas les flinguer, au contraire, tu vas accélérer un petit peu, hein. Tes chaussures doivent se faire à tes pieds et pas l'inverse. C'est pas tes pieds qui doivent se faire à tes chaussures. Parce que quand on les essaye pas comme ça, forcément, c'est ce qui arrive. C'est tes pieds qui ont pas eu le temps d'élargir un petit peu, de mettre en forme la chaussure, et du coup, bah, c'est eux qui se mettent en forme par rapport à la chaussure. Et c'est là où ça va pas du tout, généralement. Donc, oui, les chaussures, bien les roder. Le tannage, évidemment, ça fait partie de ta préparation un mois avant. Tu tannes, soit avec du citron, soit avec un spray, la Tano par exemple. Et tu surtout hydrates la dernière semaine, sinon ça peut devenir très compliqué. Si quand même une ampoule se crée, hein, elle va pas réussir à sortir, à percer l'épiderme si c'est trop dur. Et là, du coup, ça va s'étaler sur la longueur de ton pied, ça va être atroce et tu seras certainement obligé d'abandonner. Parce que l'ampoule ne pourra pas sortir, donc ça va être horrible. Donc oui, les pieds bien tannés et évidemment, couper ses pieds, les ongles, 1 semaine et demie au moins avant, il faut se couper les ongles correctement. Je ne te parle pas des vêtements, t'évites le coton, voilà. Parce que le coton mouillé, ça reste humide et ça te refroidit, ça devient lourd, ça met du temps à sécher et c'est pas génial. Voilà pour le matériel. Après, évidemment, tu as la nutrition. T'as des tips. Il y en a qui prennent de la menthe. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y en a qui prennent. Moi, je sais que je prends un petit peu de cachette de Doliprane, un ou deux, quand j'ai vraiment mal au crâne, tu vois, après une journée, avec le soleil parfois, tu vois, hop, un petit truc pour aller mieux. Mais là, c'est pas de la nutrition, c'est des médicaments. Mais en nutrition, évidemment, il n'y a pas de surprise à avoir dans ton alimentation. Mais sur les courses qui durent longtemps, il faut se laisser une porte de... Tu peux pas tout maîtriser. Tu peux pas... Enfin, ou c'est très rare, tu vois, de se dire, ok, j'ai prévu ça là, ça là, ça là, ça là. Je peux te dire qu'il y a un moment où tu as envie de ça. T'avais pas prévu, mais tu as envie de ça. Et c'est là où il faut faire attention. Tu vois. Le plateau de fromage, tu fais attention. Tu fais attention. Le fromage, c'est pas très très bon, hein, point de vue digestion. Tu peux transpirer du gras et l'estomac va mettre du temps à le digérer. Et s'il fait chaud dehors, si machin. Donc fais attention, l'alimentation, on n'innove pas. Euh, Maintenant, dans le kit antidouleur, tu as aussi les prépas mentales, des tips. Et moi, celui que j'aime bien, tu vois, je sais plus qui m'a donné ça. Zut. C'est avant de partir, tu demandes à une personne que tu apprécies beaucoup, ça peut être ta femme, ton mari, des enfants, des amis de course, de t'écrire un petit mot, voilà, que tu vas garder, que tu vas emporter avec toi et que tu vas déballer dans les moments que tu vas lire en fait, dans les moments de doute, euh, de fatigue extrême, de besoin, quoi, tu vois. Et ça marche bien. Ça marche bien, les amis. Ça permet de relativiser, ça permet de se sentir encouragé alors que tu es seul au monde. Donc ça, ouais,
essayez ça, moi j'adore. Voilà, et je vais le mettre en place sur ma prochaine course aussi. Et évidemment, dans les ultras, qu'est-ce qu'un ultra s'il n'y a pas, enfin un ultra de 160, hein, si on ne parle pas de nuit, j'en avais parlé au début, hein. Voilà, dès qu'on passe les 1,00 sur sa montre, c'est quelque chose qui fait plaisir parce qu'on s'entraîne quand même pour ça et c'est une distance mythique. Et quand tu augmentes comme ça, bah oui, forcément, la nuit, c'est le défi, je trouve, le plus difficilement négociable avant la course. Moi, je t'encourage à courir de nuit avant la course, mais très peu font une nuit dehors complète pour s'entraîner. Moi, je l'ai pas fait. J'ai découvert ça sur ma course, ça s'est bien passé, c'était top, il a fait beau, voilà, il n'a pas plu, il n'y avait pas de vent, il faisait une température idéale, ça s'est bien passé, mais ça aurait pu être vraiment tout autre. Euh, donc la nuit, oui, c'est là où il- un petit grain de sable devient une montagne insurmontable parce que on est la nuit, parce que tout devient plus difficile, parce qu'il fait plus froid, parce qu'on y voit moins, parce que ton monde n'est délimité que par les faisceaux de ta lampe frontale. Donc, oui, c'est plus compliqué, d'autant plus que bah, tu es fatigué, tout simplement, dans ton cycle, hein, c'est normal. Tu as couru toute la journée, et non, tu vas pas aller au lit, tu vas courir. Alors oui, il y a des stratégies pour éviter la fatigue. Moi, j'aime bien dormir 20 minutes avant la nuit, enfin en début de nuit, vers 23 heures, et en fin de nuit, pour démarrer, bim, ma nouvelle journée de course relativement reposé. Euh, ouais. Donc je cours quand même la nuit, mais je me repose. Après, c'est là où il faut étudier sa course en disant, ok, ravito, là, là, là. Ah, le ravito 21 heures, c'est un peu tôt, mais si j'y suis à 21 heures, il faut absolument que je me repose quand même. Voilà. Ça, c'est là où tu apprends à te connaître de mieux en mieux, à adopter des stratégies qui va de mieux en mieux coller à toi, à ta façon de faire. Je sais que quand je cours avec Olivier, on n'a pas tout à fait les mêmes façons de penser, les mêmes façons de réagir, les mêmes temps de dodo, les mêmes temps d'alimentation. Quand on court à deux, bah voilà, on s'adapte, mais tout seul, c'est certain, on court différemment. Mais ça demande du temps et d'expérimenter tout simplement des courses de nuit. Donc oui, il faut anticiper, visualiser ces moments de solitude, la nuit, s'équiper correctement, euh, manger, manger aussi, et peut-être ne pas être seul dans notre solitude, hein, peut-être prévoir justement de courir à plusieurs, au moins à deux, voilà, pour pas être seul. Et je sais qu'il y en a qui font ça, qui veulent être à deux, à deux ou trois, pour ne pas être seul dans ces moments-là, parce que oui, ça peut être même dangereux d'être seul suivant les courses. Donc, il faut apprendre à ne pas se mettre en danger et, et franchir la barrière de la nuit pour arriver à se lever de soleil, à se lever de jour et enquiller sur voilà, une journée de trail où tu vas te faire plaisir. Voilà, fatigué, mais plaisir. Parce que le but du jeu, finalement, hein, c'est d'arriver. C'est d'arriver. L'arrivée, j'ai marqué, l'arrivée, c'est le couronnement de ta course, barré, ta course, hein, de ton aventure. Parce que l'ultra trail, c'est une aventure. C'est comme ça que je le vois. Il y a tellement de d'événements qu'on ne peut pas anticiper que oui, ça devient une aventure et on s'adapte quasiment au fur et à mesure par rapport à nos sensations, par rapport aux difficultés qu'on rencontre, tout simplement, aux bénévoles qu'on rencontre aussi. Non, c'est vraiment quelque chose qui est à vivre, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment, les amis, il faut se préparer quand même, hein, que moi, je lis trop de trucs qui disent c'est le mental. Tant que le mental tient, tu iras au bout de ta course. Ah, je peux t'assurer que non, non, le mental il peut tenir, mais si le corps il lâche complètement, ton mental il va partir aussi. C'est pas forcément, tu sais, c'est pas une règle non plus. Oui, le mental, c'est quelque chose d'hyper important. Mais il y a beaucoup de gens quand même qui vont être freinés par leur physique avant le mental. Voilà. Maintenant, l'arrivée, c'est quelque chose qui est super. Enfin, toutes les arrivées, mais c'est vrai que franchir la ligne d'arrivée d'un ultra trail,
c'est un accomplissement physique et mental et moral. Et t'es là, tu dis, ouais, j'ai ma récompense. J'ai ma récompense de toutes mes sorties, de, de mes entraînements. Et finalement, ça y est, l'aventure est finie. J'ai parcouru peut-être la distance en temps de temps. Est-ce que je suis déçu ou pas? Je sais pas si s'il y en a qui sont déçus d'avoir fait 2 heures de plus que le chrono prévu. Peut-être qu'ils sont déçus parce que ça fait déjà un moment qu'ils courent des ultras, donc là ils commencent à avoir une certaine, voilà, de certaines normes dans leur course. Mais si tu débutes comme ça, ouais, t'es pas déçu, t'es déjà super content d'arriver parce qu'un ultra trail, t'es pas certain d'arriver sur tes courses. Il peut se passer tellement de choses, juste la blessure, juste ça, tu te tords la cheville, bam, ça peut devenir catastrophique. Donc, ouais, moi je te dirais simplement de profiter de tes arrivées. Moi, j'en profite pas assez, j'ai du mal à prendre du recul là-dessus et je termine ma course, je suis content, machin, mais je mets du temps à réaliser. Et je trouve que c'est pas une erreur, mais je vais essayer de m'améliorer euh, pour pas me laisser envahir par l'émotion, mais prendre en compte beaucoup plus, de partager l'émotion, de célébrer, voilà, pas de partir en sucette, tu vois, mais voilà, il y en a qui le font et c'est cool. Mais c'est vrai que parfois, quand tu arrives de ton ultra trail, il est 2 heures du matin, il n'y a personne. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est. On est loin des Kylian Jornet qui arrivent la foule en délire. Ah non, non, on est seul au monde avec le gars, le petit speaker peut-être, s'il y en a un à 2 heures du matin. Et puis voilà, tu franchis la ligne d'arrivée en incognito. Bon, bah, il faut aussi avoir cette gestion-là et pas être déçu. Pas être déçu, tu cours d'abord pour toi, et puis après, ok, tu relativises, tu prends comme ça, tu dis, waouh, peut-être que ça va être 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, ou un mois plus tard, en disant, waouh, ce que j'ai fait, c'est quand même phénoménal, quoi. Voilà, et là, tu as la fierté, et là, tu te dis, ouais, c'est cool. Donc, l'ultra trail, entre autres, hein, mais là, je pense aux courses à étapes aussi dans le désert, je pense quand on se rend pas compte de toutes les courses qu'on a fait, même un 40 km. Même à 20 km, si t'as pas l'habitude, tu as couru ton premier 20 km, tu te rends pas forcément compte, toi, de, de ce que tu as fait. Et c'est seulement après, quand peut-être tes proches te disent, mais attends, mais t'as couru ça, tu te rends compte, quoi. Et en fait, non, tu te rends compte pas, tu te rends compte pas, ouais, c'est ça, tu t'en rends pas compte, voilà, plutôt. Et c'est bien que ce soit un moment tes amis ou l'entourage qui disent, mais attends, t'as fait quelque chose de fou, quoi. Donc ça fait, ouais, non, il faut s'en rendre compte pour pas normaliser, pas réduire la performance qu'on a faite, parce que oui, ça nous demande du temps, et c'est bien d'avoir cette reconnaissance de nous-mêmes, mais aussi des autres. Faut pas se leurrer, ça fait du bien, c'est ce qui nourrit aussi un petit peu notre ego et notre, euh, notre volonté aussi d'y aller, quoi, hein, et de pas lâcher, de remettre le fourneau, et puis paf, voilà, de se réinscrire et de se refaire mal, de se refaire des sorties, du volume. Oui, faut pas se leurrer, faut se raccrocher aux petites victoires aussi et se rendre compte de tout le chemin parcouru et du résultat qu'on a pu faire. Voilà. Donc, voilà, c'était un petit peu le mot de la fin. Alors après, je renvoie sur ma nouvelle communauté que j'ai créée en début d'année, c'est des fous, hein, ils sont à fond là d'ailleurs, hein. Un petit coucou à eux, hein, qui m'écoutent, je sais, qui m'écoutaient. Voilà, un petit coucou, voilà, ils sont à fond sur le groupe WhatsApp. Et puis là, je vais débloquer du coup, ah ouais, je vais débloquer bientôt les amis, les 4 semaines suivantes des plans d'entraînement qui sont accessibles via la communauté. Donc je mettrai aussi le lien dans les ressources du podcast et de l'épisode. Si tu veux y accéder, évidemment, c'est possible. C'est valable jusqu'au mois de juin, pas inclus, jusqu'au mois de mai inclus. Tu as des newsletters, tu as des podcasts et des lives en privé avec des plans d'entraînement qui se débloquent petit à petit, donc du 20, 40, 70 et 100 km. Je vais peut-être rajouter le 160 si on me le demande. J'attends qu'ils me le demandent, tiens. Forcément, je vais avoir la demande. Donc voilà, j'ai hâte de leur débloquer ça et de leur expliquer. Sur ce, les amis, merci en tout cas de votre écoute. Si tu as des questions sur YouTube, t'hésites pas, tu poses ta question, j'y réponds. Si tu as des questions sur le podcast, t'hésites pas, tu me la poses où tu veux, par mail, sur Instagram aussi, j'y répondrai avec plaisir. Moi, si ça t'a plu aussi, hein, pense à liker, à t'abonner, à faire tout ce que tu veux sur YouTube, ça aide la chaîne qui vient d'avoir ses 1 an. Voilà, super. Moi, j'ai appris ça, 1 an de chaîne YouTube.
bah, je m'applaudis. Voilà, je suis super content. Et mes 2 ans de podcast, effectivement, aussi. Un petit peu plus. Oui, c'est ça, 2 ans. 2, 3 ans même, il faut que je regarde. Je pense que j'arrive à l'anniversaire du podcast. Je crois que j'avais lancé le 1er ou le 2 février. Mais c'était pas l'année dernière, c'était il y a... Ah ouais, ça doit faire au moins 2 ans. Je ferai un petit épisode exclusif là-dessus d'ailleurs. Donc sur ce, merci de vos écoutes en tout cas. Et moi je vous dis à demain pour la communauté, pour un épisode privé, et à après-demain pour les autres. Voilà, allez sur ce, passez une très belle journée. Ciao ciao.